Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre est un peu spécial parce qu'il va vous proposer un rapport de bataille triomphe et trahison. 5 joueurs, 1500 points, 300 points de mercenaires optionnels et de la trahison, du suspense, des retournements de situation, bref, vous en aurez pour votre argent. Et on commence par une petite présentation des armées. Donc nous avons le roi des tombes, le fameux, je fais référence donc à l'ancien rapport de bataille triomphe et trahison, qui s'est pris une mandale. Il a changé sa liste, on va voir ce que ça va donner. Suivi d'un orc et gobelin, avec également des elfes sylvains, donc le même sournois que d'habitude, une armée ogre et notre joueur comte vampire qui a décidé de sortir un Terrorgeist. Et une sorcière suprême, elfe noir, les autres n'ayant pas de mercenaires, ils ont donc une cagnotte de 300 jetons avant le début de la partie. Partie que je me propose de vous expliquer un petit peu parce qu'elle sera un peu spéciale, il y a un scénario particulier. Comme vous avez vu, je ne joue pas, donc je suis juste scribe, spectateur et maître de jeu. Donc j'ai créé un scénario un peu spécial qui s'appelle Massacre dans les terres gelées. La première chose qu'il faut savoir dans ce scénario, c'est que les joueurs ont dû payer un certain nombre de points pour avoir des moufles et des patins à glace, pour éviter deux règles spéciales. Une qui dit que si l'unité n'est pas équipée d'habits d'hiver et qu'elle ne bouge pas durant son tour, elle subit, chaque figurine de l'unité, une touche de force 2 sans sauvegarde d'armure. L'autre, c'est la glace ça glisse, qui consiste en fait à, si une unité fait une marche forcée, une charge, une poursuite, ou bouge de plus de son mouvement durant la phase de mouvement, elle a un test de terrain dangereux. Tout ça, vous pouvez compenser en achetant des équipements divers, et du coup en payant un certain nombre de points. Un petit coup d'œil sur la table de jeu. Donc au premier plan, vous avez des ruines. Au milieu, vous avez un infranchissable. Vous avez 3 cratères sur la table, vers le milieu et tout au fond en haut. Ces cratères sont considérés, suivent les règles de forêt, mais n'en sont pas. Excepté celui où il y a de l'eau devant, c'est-à-dire celui qui est devant à gauche, qui est considéré comme une forêt pour les sylvains. Il peut le faire bouger, il peut faire tout c'est une forêt au point de vue de toutes les règles. Les deux petits cailloux sur les côtés sont des infranchissables. Le temple du milieu a une règle spéciale que je vais vous expliquer après. Et vous avez tout au fond un nouvel infranchissable ainsi qu'une ruine sur la droite. Il y a encore deux règles spéciales. La première, c'est que les volants ne sont pas affectés par la glace ça glisse. Donc au lieu de ça, à chaque fois qu'ils font un mouvement en vol, ils dévient d'un des 6 pouces dans une direction aléatoire, ce qui peut provoquer 2-3 petites choses intéressantes. Et la deuxième, que aucun de mes joueurs n'a utilisé, mais je la mentionne quand même parce que ça peut être fun, c'est que toutes les unités ont la possibilité de, à la place, tirer avec leurs arcs ou autres, et même les unités qui n'ont pas d'armes de tir peuvent lancer des boules de neige sur les adversaires, ce qui diminuera leur initiative. Aucun de mes joueurs ne l'a utilisé, c'est pas grave, mais je tenais quand même à vous le mentionner parce que c'était un petit détail sympa que j'avais rajouté. Toujours au niveau du scénario, en quoi est-ce qu'il va consister, quelle est l'histoire du temple au centre de la table. Bref, grosso modo, un super guerrier warrior de la mort qui tue a été inhumé dans le temple, et les joueurs ont décidé d'aller piller ces ruines, parce que évidemment, quand on est un super guerrier de la mort qui tue, on a du super matos de la mort qui tue, on a de la thune à plus savoir qu'en faire, etc., etc. Tout ça c'est bien beau, seulement les mecs qui ont inhumé le cadavre ont quand même décidé de mettre une protection. C'est-à-dire que sur la table de jeu, il y aura 3 clés qui vont se balader, ils sont présentés par les petits nains de mineurs de confrontation. Et il faut, pour ouvrir la crypte, avoir une clé. Une fois qu'on est dans la crypte, le champion de l'unité ou un personnage se bat contre le super guerrier de la mort qui tue, et pendant que l'unité essaie de rapatrier le plus de trésors possible. Dès que le champion est mort ou qu'il n'y a plus de personnage dans l'unité, l'unité est automatiquement expulsée du bâtiment par le champion de la mort qui tue. Si par hasard le champion de la mort qui tue, qui s'appelle Aphos en passant, meurt, ça rapporte 500 points de victoire à celui qui l'a tué. C'est un personnage volontairement burné, il est immunisé à un tas de trucs, il tape très fort, il a coup fatal, bref, pour essayer de faire en sorte que les joueurs arrivent à gérer qui va rentrer en premier, comment ça va se passer, qui va rapporter le butin. Bref, tout ça pour dire que c'est un scénario qui se voulait être intéressant, et on va voir ce qui va se passer au moment déjà de la phase de déploiement. La phase de déploiement est une phase de déploiement qu'on peut trouver dans le livre Triomphe et Trahison. C'est des demi-cercles de 12 pouces de rayon.
Il y en a 5, il va falloir que les joueurs essayent de caser toutes leurs unités dedans ou mettre des unités en réserve. Bien que les déploiements sur la table soient des déploiements alternés, je vais faire armée par armée, ce sera plus facile. On commence par les orques et gobelins qui déploient d'abord ces 4 machines de guerre, donc une cataplongeur, une catapulte baliste, un troupeau de squig, des archers gobelins avec un chaman gobelin de la nuit niveau 2, 5 gobelins sur loup, un pavé de gobes de la nuit, je crois, avec le général dedans ainsi que le porteur de la grande bannière, un géant et un chaman niveau 3 gobelin de la nuit. C'est au roi des tombes de déployer, il commence par son pavé de 20 archers avec dedans son hiérophante de Nekara et un prêtre niveau 2 de la lumière, suivi de son arche, une horde de 40 squelettes comprenant un roi des tombes ainsi qu'un nécrothèque, un sphinx et 3 chars qui regardent en direction des elfes sylvains. Elfes sylvains que voici, 10 gardiens, 8 danseurs de guerre plus un noble, 12 dryades plus une hamadryade, 3 lémurs, un homme arbre, 10 dryades et 6 gardiens en éclaireur qui sont perdus dans la pampa que l'elfe sylvain a pu poser. Direction les contes vampires avec 2 unités de 5 loups funestes, 2 nuées d'esprit, une unité de squelette avec à l'intérieur un maître nécro niveau 4, un spectre et une banshee. Une deuxième unité de squelette avec à l'intérieur un nécro niveau 2 et une banshee, 5 émissaires d'outre-tombe, le terrorgeist et la sorcière suprême qui est tout derrière. Place aux ogres avec le pavé de ventre dur plus le boucher plus le cogneur grande bannière, un lance-ferraille, 3 férox, 3 tigres et 6 yétis. Mouvement d'avant-garde, les gobelins sur loup avancent un peu tandis que les loups funestes ne bougent pas. Les 3 petits carrés blancs représentent les clés qui vont bouger à la fin de chaque tour de jeu. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que en vertu des accords passés par le passé, les elfes sylvains et les ogres ont d'ores et déjà conclu un pacte de non-agression soutien, dans une certaine mesure. Les morts-vivants de Nekara, roi des tombes, et les contes vampires ont aussi conclu un pacte, pour l'instant, de non-agressivité cachée. Bref, c'est un peu de la magouille. Tout ça avant de commencer à jouer, hein, attention. Donc du coup, il y a 2 espèces de clans, et le gobelin qui se retrouve tout seul. On va voir ce que ça va donner. Premier joueur, le conte vampire. Donc, les loups funestes déclarent une charge sur la clé, qu'ils arrivent à capturer les êtres d'outre-tombe, sautent sur les loups gobelins, enfin les gobelins sur loups, et les détruisent tous, ce qui provoque un jet de panique et une des balistes rate son jet. Le reste des unités se positionne et le terrorgeist qui vole dévie pour tomber dans le terrain dangereux, qui est considéré comme une forêt, et perd un point de vie à cause du jet de terrain dangereux. Mais ce n'est pas tout, non, non, non. Une fois que le terrorgeist est posé, les fanatiques sortent de l'unité où il y avait le général gobelin. Un des fanatiques traverse le terrorgeist et lui inflige une blessure, tandis que l'autre s'arrête juste devant. Phase de magie, le joueur contre vampire arrive à passer une grosse incarnation, une invocation de Neek, qui fait popper des zombies, qui fait popper les loups qui étaient morts durant les tests de terrain dangereux, qui rend des points de vie, bref. Grosso modo, il récupère pas mal de choses. Puis le joueur contre vampire tente de faire passer une résurrection pour faire popper des zombies pas loin de l'unité de Squig. Et là, c'est le drame à cause de cette carte-là. Cette carte permet au sort de passer en irrésistible s'il est raté, mais le personnage qui a lancé, donc le sorcier qui a lancé le sort, subit un fiasco. Et là, c'était juste quelque chose de fantastique. Le joueur contre vampire fait popper ses zombies, il est très content, il fait son fiasco, il tire les dés, il fait double 1, cascade dimensionnelle. Baguette tellurique, il rejette les dés, il fait un 1 et un 2. Autant dire que ça commence super mal. Donc il y a des tas de trucs qui pètent dans tous les sens, il y a des points de vie perdus, etc. Mais surtout, il y a le général vampire, le maître nécromancien, qui finit dans le warp, et donc adios général. Ce tour-là va être difficile pour le contre vampire. Phase de tir, le terrorgeist crie sur les squigs et fait perdre quelques figurines. Une des banshees crie sur le fanatique qui est à côté du terrorgeist et le zigouille. Fin du tour contre vampire et jet d'instabilité. Et là, c'est fantastique. Ça part à la pelle, il y a tout qui pète dans tous les sens.
On a bien cru que le comte vampire allait rendre les armes maintenant. Il lui reste un aide d'outre-tombe et surtout il lui reste le Terrorgeist avec un PV. Il a eu du bol sur ce coup-là. Mais sinon, ça va être un peu compliqué. À titre d'info, je tiens quand même à préciser que cette carte a été jetée par le joueur sournois El Sylvain. Joueur El Sylvain, justement. Alors, ça avance à Donf. La phase de magie, bah, il n'y en a pas parce qu'il n'y a rien qui passe. Et pour ce qui est de la phase de tir, les archers qui sont dans la forêt tirent sur les deux pauvres loups funestes qui restaient et les igouillent. Joueur roi des tombes, les chars chargent les dryades de flanc, le reste de l'armée avance et se positionne. Durant la phase de magie, le sorcier de la lumière, le prêtre de la lumière, lance un regard embrasé de Shem sur les éclaireurs dans la forêt. Il en bute 4, mais les éclaireurs réussissent leur jet de panique. Il tente également un anneau rubis de ruine qui est dissipé, et il tente l'arche qui est également dissipée. On notera au début de la phase du joueur roi des tombes qu'il a cette citation « Lolilol jambon ». On comprendra qui pourra. Durant la phase de corps à corps, la Madriade fait un fait de place pour se battre contre les chars. À la fin du combat, les dryades perdent de 2, mais restent sur place et se reforment. Tour gobelin. Déclaration des charges, les squigs profitent de l'occasion pour charger l'unité de zombies. Le fanatique profite de l'occasion, donc il y avait un Terrorgeist à 1 point de vie à côté, mais lui il décide d'entrer dans le corps à corps et de faire des pertes dans les 2 unités. Il n'y a pas de raison, plus on est de fous, plus on rit. Le chaman tout seul avance pour trouver le réconfort de son unité, et le géant se retourne parce qu'il se dit qu'il va aller soutenir les archers. Grosse phase de magie goblin avec seulement 6 dés. Tout d'abord un urticaire ultime sur les ventres durs qui leur fait moins 4 d'initiative, moins 4 de mouvement. Le présent de la déesse araignée sur les archers gobelins par le sorcier qui se trouve dans le pack d'archers. Le sorcier essaye de relancer un sort, mais il s'intoxique avec son champignon. Tandis que le chaman niveau 3 arrive à passer le vortex, la malédiction de la lune funeste, je crois, directement devant les ventres durs. Phase de tir, on continue les joyeusetés. Il y a une baliste qui ne peut pas tirer parce qu'elle reçoit poudre à gratter comme carte et est considérée comme ayant bougé. La catapulte fait un incident de tir et ne tire pas ce tour-ci ni le tour d'après. La cataplongeur tire sur les Ferox, dévie sur le lance-ferraille et lui fait 3 points de vie. Les archers qui ont, grâce au présent de la déesse araignée, les attaques empoisonnées, tirent sur un des chatons, mais ça ne fait rien. Niveau corps à corps, sans trop de surprise, les squigs dévorent les zombies, ils se font plaisir, et ensuite ils se repositionnent. Joueur ogre, un des chatons se sacrifie pour faire sortir les fanatiques qui étaient supposés être dans l'unité d'archer. Ça ne manque pas, un des fanatiques lui passe dessus, et le chaton est vaporisé et éjecté aux 4 coins du monde. Le deuxième fanatique sort également. Le deuxième chaton, qui a vu des petits trucs s'agiter au bout d'une ficelle, décide de sauter sur un des fanatiques pour mourir aussi éparpillé comme son collègue, mais le fanatique est mort également. Phase de magie, il ne se passe rien excepté la dissipation du vortex qui est juste devant les ventres durs. Au niveau du tir, après le lance-ferraille fait feu, mais rate sa cible. Niveau points, en tête l'aile Sylvain parce qu'il a zigouillé le perso vampire. Ensuite, 350 points pour les rois des tombes, 350 points pour les orques, 300 points pour les ogres, et le bon dernier qui avait une mercenaire, 50 points pour les comtes vampires. Les clés se mettent à bouger et on peut entamer le deuxième tour. Et on commence par les rois des tombes qui bougent un petit peu toute son armée. Phase de magie, il désigne le joueur ogre comme ennemi. Le joueur roi des tombes passe une incarnation des vents du désert qui lui fait avoir une phase de mouvement supplémentaire. Tout bouge, et pour l'arche, c'était trop loin pour essayer de choper des ogres. Au niveau du tir, il ne se passe rien du tout, même s'il tire sur les elfes. Et au niveau du corps à corps, les dryades, au final, perdent de 1 point le combat, mais restent vaillamment au corps à corps. Tour de notre infortuné comte vampire. Alors là, on rapatrie tout le monde et on va essayer de faire le plus de soins possible. Donc tout revient dans sa zone de déploiement.
À la phase de magie, il fait 8 dés, mais une carte trahison est jouée, ce qui lui enlève à lui et à la personne qu'il a choisi pour dissiper un dé de pouvoir. Alors, ce qui va se passer à la phase de magie, c'est qu'il va passer en iré une invocation de Nerik. Alors là, il flippe à nouveau, parce que s'il perd son deuxième général, il peut remballer ses affaires, c'est fini. Poutsé. Il fait repopper 3 squelettes, il rend 2 points de vie au Terrorgeist, il rend également des points de vie aux émissaires, bref, il rend un peu de tout le monde à tout le monde. Mais au niveau du fiasco, c'est un fiasco 6, il se prend le petit gabarit. Heureusement, il ne perd pas de points de vie, par contre, il y a des squelettes qui giclent. Fin du tour contre Vampire. Début du tour Orc et Gobelin, et on continue dans le mélodrame, c'est-à-dire que la horde de Gobelins rate son jet d'animosité et doit charger. Il y a un infranchissable droit devant, c'est ce qui lui sauve sans doute la peau, parce que il ne peut pas charger, donc il ne fait rien ce tour-ci. Au niveau des fanatiques, il y en a un qui fait un très gros jet, qui traverse les Ferox, et comme c'est un double 6, il pète après, mais il enlève quand même un point de vie. Un des autres, l'autre fanatique, retraverse le troupeau de Squig, parce qu'il n'y a pas de raison, lui il doit vraiment avoir une dent contre les Squig. Il fait 3 morts, et le géant se déplace en direction des archers. Phase de magie, et là on continue dans le mélodrame, c'est juste énormissime. Donc, le chaman niveau 2 qui est dans les archers passe un présent de la déesse araignée sans trop de soucis sur les archers. Il n'y a pas de problème, ils ont attaque empoisonnée, tout se passe bien. Ce chaman réessaye de passer un sort. Son dé de Gobelin la Nuit fait 1, il fait à nouveau 1 et il perd son deuxième PV, donc il meurt intoxiqué par les champignons. Fort de ce merveilleux exploit, le chaman niveau 3 tente de passer un sort. Il fait 1 sur son champignon, il refait 1 sur son champignon, bref, il repère un PV. Ne démordant pas sur l'envie de lancer quelque chose quand même, il retente le coup, refait 1 sur son jet de champignon et refait 1 sur le jet d'intoxication, donc il repère un deuxième PV. Ça nous fait un total de 3 PV perdus par des champignons. Quand on vous dit que les champignons c'est pas bon, il faut croire les gobelins. Phase de tir, la poudre à gratter est jouée sur la cataplongeur qui ne peut pas tirer, les 2 balistes ratent leur tir et la catapulte ne peut pas tirer suite à son incident de tir du tour d'avant. Heureusement, pour sauver l'honneur, il y a les archers gobelins qui arrivent à enlever un point de vie au Yeti. Début du tour elfe Sylvain, le marbre charge les chars. Le reste avance et bouge comme il peut. Les 2 éclaireurs sortent de la forêt. Pour la phase de magie, alors on a considéré que le chant d'Atel Lorraine, quand il s'agissait de faire bouger la forêt, était un sort d'amélioration et pouvait donc être tenté au corps à corps. Donc, le marbre et la madriade, font bouger la forêt pour les remettre sur les gardiens. Phase de tir, la carte raid est jouée sur les gardiens. Ils tirent sur les squelettes mais ne font rien parce qu'ils doivent rejeter pour toucher et puis les jets pour blesser n'étaient pas terribles. Au niveau du corps à corps, sans surprise, le marbre fait peser de tout son poids sa force herculéenne et les 2 chars sautent, les dryades se reforment et le marbre par contre lui va emboutir le sphinx. Tour du joueur ogre, déclaration des charges, les Yetis sur les archers et les Ferox sur les Squig. En riposte, les archers arrivent quand même à arracher un point de vie au Yeti. Le reste bouge tranquillement. Au niveau de la phase de magie, ça c'est encore une belle et grande phase. Au moment où le boucher veut lancer la régénération, je crois que c'est triple de troll, sur les Yetis, on lui joue l'anneau du trompeur, c'est-à-dire que tout double donnera un fiasco, et le double 6 donnera un pouvoir irrésistible, et le fiasco. Donc il y a un double qui se passe, suite à une irée, les Yetis ont la régénération, mais par contre, le boucher perd un point de vie de son attribut de domaine, ne perd pas de point de vie du fiasco 6, qui est le petit gabarit. Par contre, il fait perdre un point de vie à la grande bannière qui est à côté de lui, et 4 points de vie sur les ogres. J'espère que c'était à peu près clair. Phase de corps à corps, les Yetis bourrinent comme des malades sur les archers, mais les archers sont indomptables à la fin du combat et restent dans le corps à corps. Les Ferox sur les Squig sans trop de surprise, les Squig apprennent à voler. Les Ferox font une irrésistible sur le pauvre chaman level 3 qui se trouvait être dans le coin. Le pauvre va apprendre à ses dépens qu'il ne faut pas quitter la meute.
Fin du tour 2 et petit tour des caissettes. Je remarque maintenant qu'il y a eu un petit problème avec les animés, donc il n'y a que 2 caissettes qui s'affichent, j'en suis désolé. Donc on a les orques et gobelins avec 250, les contes vampires avec 50 parce qu'ils n'ont pas fait grand chose ce tour-ci. On a les rois des tombes avec 400, les royaumes ogres avec 500 et en tête on a l'elfe sylvain avec 700 points. Mouvement des clés dont tout le monde s'en fiche à première vue et début du tour 3. C'est au joueur roi des tombes de commencer la partie, enfin le tour 3. Et à ce moment-là, il me regarde et il me dit « Moi, j'ai décidé quelque chose. J'ai décidé que ton perso dans la crypte, c'était mes rois des tombes qu'il y avait enfermés. Alors, du coup, je veux pas qu'on l'ouvre, je veux protéger le monde et je vais buter tous ceux qui essaient de choper les clés. » Je l'ai regardé, j'ai fait « Ok, ça me paraissait possible, donc ça pouvait être assez fandard. » Sur ce, le joueur roi des tombes désigne le joueur elfe sylvain comme ennemi, mais le joueur elfe sylvain lui joue une carte où il doit désigner quelqu'un d'autre. Donc du coup, toutes les charges prévues par le joueur roi des tombes sont passées à la trappe. Il se contente, disons, de bouger normalement. Phase de magie, le joueur roi des tombes désigne à nouveau le joueur elfe sylvain pour passer des sorts un petit peu agressifs dessus. Le joueur elfe sylvain lui réutilise une carte qui lui fait choisir un autre adversaire. Il choisit le comte vampire, dont le comte vampire laisse passer une incantation pour les archers. Phase de tir, les archers tirent sur les gardiens, il y a 4 morts, et les gardiens courageux décident de fuir. Phase de corps à corps, et là on commence, mon dieu, le corps à corps le plus chiant de l'humanité. Sphinx contre homme arbre. Le sphinx tente le tout pour le tout, utilise son souffle, mais il n'y a rien du tout qui passe. Le sphinx perd le combat, mais comme il est amalgame, il perd un point de vie de moins que ce qu'il aurait dû. Alors je vous annonce tout de suite que entre les sorts qui passent, la repop des points de vie, l'homme arbre, le machin, tous les notes à prendre, j'ai pas suivi le décompte des points de vie de ce combat-là. Donc je m'en excuse. Vous aurez les résultats, mais par contre je peux pas vous dire combien de points de vie à l'homme arbre, combien de points de vie à le sphinx, etc. C'était le bordel. Tour du joueur ogre, ça bouge un petit peu au niveau des unités. Durant la phase de magie, il y a 7 dés qui sont générés, mais il y a une pierre de négation qui fait enlever 3 dés au joueur ogre et les sorts ne passent pas. À ce moment-là, la phase de tir est aussi écourtée parce que le joueur contre vampire joue corruption sur le lance-ferraille qui ne peut pas tirer. Durant la phase de corps à corps, sans surprise, le chaman apprend à être éparpillé un peu partout par les férox. Et les Yétis mettent un terme à la vie difficile, sans doute, des archers. Mais ils restent face parce que le géant va sans doute leur tomber dessus. Le joueur contre vampire a repris du poil de la bête et c'est parti. De plus, je pense qu'il y a une rivalité cachée entre les deux joueurs. Ils n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Donc, les êtres d'outre-tombe, les émissaires d'outre-tombe, pardon, passent sur les férox, leur font perdre un point de vie, ce qui est suffisant pour en tuer un. Le reste bouge et se positionne pour crier à qui mieux mieux. Phase de magie, la sorcière suprême est neutralisée par un achat sournois de la part d'un des joueurs. La vocation est dissipée. Phase de tir, le Terrorgeist tire sur les férox, fait 4 points de vie et les férox sont terminés par les banshees qui s'amusent à leur hurler dessus. Début du tour elfe sylvain et les gardiens quittent la table parce qu'ils n'arrivent pas à se rallier. La carte piège est jouée sur les lémurs, ce qui les empêche de faire une marche forcée, ce qui a comme conséquence de diminuer le soutien que le marbre pourrait avoir prochainement. Au niveau de la phase de magie, déjà pas de bol, l'elfe sylvain génère 3 dés, le roi des tombes en a 4, ça commence déjà pas fort. Ensuite, l'anneau du trompeur est joué sur l'elfe sylvain, ce qui veut dire que s'il y a un double dans le lancement d'un sort, c'est un fiasco. Il n'y a que le double 6 qui est uniré. La madriade tente de passer un champ d'Atel Lorraine qui est dissipé, mais il y a un double, donc il y a un fiasco. C'est un fiasco qui lui fait perdre un point de vie. Au niveau des tirs, les éclaireurs tirent sur les squelettes et font un mort. Au niveau du corps à corps, on en est toujours avec ce foutu corps à corps qui va durer, j'ai l'impression, une éternité. L'homme arbre contre le sphinx perd un point de vie.
Mais il y a une carte qui est jouée et qui fait que un des camps gagne le combat avec un bonus de +1. Bref, ils restent tous les deux là en train de se regarder dans le blanc des yeux. Tour des orques et gobelins, le géant charge les yétis et la horde de gobelins charge le tigre qui est devant elle. Le fanatique décide d'en finir avec sa propre vie, de s'envoyer contre un mur. Que du bonheur. Phase de magie, il n'y en a pas, vu qu'il n'y a plus de magiciens. Au niveau du tir, les balistes tirent sur le Terrorgeist, mais ratent tout. La cataplongeur explose parce qu'il fait un misfire. Tandis que la catapulte arrive à toucher les squelettes et fait 5 morts. Pour ce qui est du corps à corps, les gobelins n'arrivent pas à tuer le chaton. C'est quand même un comble. Et les Yetis laissent le géant à 1 point de vie. Géant qui en profite pour mettre un grand coup de boule dans un Yeti qui ne pourra pas taper au tour prochain. Mais sa vie est quand même extrêmement compromise. Fin du tour 3 et petit bilan au niveau des caissettes. L'orque et gobelin 250. L'elfe sylvain 800. Le roi des tombes 400. Le comte vampire 250. Et en tête, avec 850, les royaumes ogres. Les clés continuent de bouger et on peut passer au début du tour 4. Qui commence par une charge ratée des lémurs sur le sphinx. Ils avancent que de 2 pouces. Le reste bouge un petit peu. Au niveau de la magie, la forêt bouge. Le tir, il ne se passe rien du tout. Et ensuite, nous avons le combat énormissime, le sphinx contre le marbre. Il y a 2 PV qui sont perdus à droite à gauche. Mais tout le monde reste sur place et tient bien ses positions. On enchaîne tout de suite sur le joueur roi des tombes qui fait une charge avec sa horde de squelettes sur les 2 pauvres gardiens. Il n'y a pas à dire, ça va être épique. Au niveau de la magie, il y a l'invue à 5+, qui passe, ce qui rend entre autres des points de vie au squelette ainsi qu'un point de vie au sphinx. Le reste ne passe pas. Au niveau du tir, les archers tirent sur les dryades. Il y a une dryade qui passe l'arme à gauche. Au niveau du corps à corps, sans trop de surprise, les squelettes arrivent à finir les 2 pauvres elfes. Et le sphinx et le marbre font une fois de plus une égalité et restent campés sur place. Si j'étais vraiment mauvais en gag, je dirais qu'ils prennent racine. Aux joueurs contre vampires, les émissaires d'outre-tombe passent sur le lance-ferraille, lui font 2 blessures, ce qui suffit à le tuer. Le reste se positionne pour pouvoir hurler sur les cibles les plus alléchantes. Phase de magie, la sorcière suprême ne peut toujours pas lancer de sort parce qu'une carte est jouée. Tout le monde a très peur en fait du soleil violet qu'elle a réussi à avoir au niveau du piochage de sorts. L'invocation passe, le terreur récupère des PV, il y a des squelettes qui remontent, bref, comme d'habitude. Au niveau de la phase de tir, les 2 Banshee et le Terrorgeist crient sur les ventres durs, mais ne leur font perdre qu'1 point de vie. Tour du joueur gobelin, pas de mouvement, pas de magie, une des balises tire sur les ventres durs et fait perdre 2 points de vie, la catapulte tire, met des vies et ne touche rien du tout. Au niveau du corps à corps, le géant, malheureusement, passe l'arme à gauche, tandis que le chat finit effectivement par mourir. Tour du joueur ogre, qui désigne le joueur contre vampire comme adversaire durant la phase de mouvement. Malheureusement, une carte est jouée et il est obligé de choisir un autre adversaire. Il se rabat donc sur le joueur gobelin. Les ventres durs et les yétis chargent le pavé de gobelin. Durant la phase de magie, une régénération est passée qui avait à l'origine pour but de viser les ventres durs, mais une carte à nouveau est jouée et la cible change. Ce sont les yétis qui bénéficient de la régénération. Durant la phase de corps à corps, il se passe tout un tas de trucs. D'abord, il y a les retières qui se ratent et qui se jettent leur filet sur leurs amis gobelins. Ça commence bien. Ensuite, le seigneur gobelin lance un défi dans l'unité de ventre dur qui est relevé par le champion ventre dur. Ça va être un duel absolument épique. Au niveau du combat, le champion ogre perd 2 points de vie, le seigneur gobelin en perd 1. Il y a 24 gobes qui sautent, mais les gobes restent car il y a la couronne de commandement et la grande bannière qui permet de relancer les jets. Fin du tour 4, les clés bougent et petit topo des caissettes. Le gobelin avec 300.
Le comte vampire avec 400. Le roi des tombes avec 700. L'elfe sylvain avec 800. Et l'ogre avec 1050. On peut commencer le tour 5. C'est au joueur ogre de commencer. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a aucun sort qui passe, il n'y a plus de tir, on passe directement au corps à corps. Au niveau du défi, le champion ogre finit par être tué par le gobelin. Les retières ont fonctionné, donc les ogres ont des malus. La grande bannière goblin meurt quand même sous les coups des ogres, et du coup, les gobelins, même avec la couronne de commandement, fuient le corps à corps et sont rattrapés par les yétis, pendant que les ventres durs se reforment face au comte vampire. C'est à l'infortuné joueur gobelin de commencer, il ne lui reste que sa phase de tir, les balistes tirent sur les yétis, font perdre 2 points de vie, la catapulte tire sur les ventres durs, met des vies sur les yétis qui lui font perdre 1 point de vie supplémentaire. C'est au joueur El Sylvain de commencer, il désigne le joueur roi des tombes comme adversaire pour la phase de mouvement, mais une carte est jouée qui l'oblige à choisir un autre adversaire, il y a effectivement une justice dans ce bas monde. Il désigne le joueur comte vampire, il ne peut faire que des mouvements à l'encontre du joueur roi des tombes, ça avance un petit peu. Au niveau de la phase de magie, le champ d'Athel Lorraine passe sur les squelettes et en fait perdre 3. À la phase de tir, il n'y a rien du tout. Et durant la phase de corps à corps, une fois de plus, le marbre et le sphinx se tapent mutuellement sur la tronche et finissent par rester quand même sur place. Comte vampire à présent, ça bouge dans tous les sens. Le Terrorgeist dévie parce qu'il a volé et va se positionner derrière l'unité de ventre dur. À la phase de magie, il n'y a rien qui passe. Durant la phase de tir, le Terrorgeist et les Banshees enlèvent 6 points de vie au ventre dur. Et durant cette phase-là, le joueur gobelin profite de l'opportunité pour jouer une carte, fait tirer sa catapulte sur les ventres durs, met des vies et malheureusement ne fait rien du tout. Joueur roi des tombes, les guerriers squelettes chargent les dryades, tandis que dans l'unité d'archer, les 2 prêtres, donc le hiérophante et le prêtre de la lumière, sortent pour se positionner de façon à lancer des sorts. Phase de magie, le joueur roi des tombes décide de cibler le joueur El Sylvain, mais celui-ci joue encore une carte qui force le joueur roi des tombes à changer d'adversaire. Le joueur roi des tombes choisit donc son collègue mort-vivant comme cible. Le hiérophante fait une protection de Neru qui fait repopper 3 squelettes. Et vicieusement, il décide d'utiliser son arche sur la sorcière suprême qui a apporté. Ce qui fait qu'il passe une irée. La sorcière suprême doit réussir un jet de commandement à 3D. Sinon elle perd des PV. Et elle le réussit avec un magnifique 6 sur les 3D. Au niveau du tir, les squelettes tirent mais ne font rien. Et durant la phase de corps à corps, les dryades finissent par fuir le combat et être rattrapés. Comme il y a un infranchissable, les guerriers squelettes s'arrêtent juste devant. En ce qui concerne le sphinx et le marbre, il y a enfin du mouvement. Suite à un jeu de cartes plutôt dévastateur pour le marbre finit par fuir et le sphinx le poursuit mais ne le rattrape pas. Fin du tour 5 et petit tour des caissettes. Donc nous avons de loin en tête le joueur ogre avec 1550, suivi par le joueur roi des tombes avec 950, suivi par l'El Sylvain avec 800, et tout au fond, on a le joueur gobelin qui a toujours 300, et le joueur comte vampire à 200, parce qu'il a utilisé des piécettes pour faire des effets de cartes. Donc, on va tirer un dé parce que c'est une durée aléatoire. Sur 5-6, la partie s'arrête. Sur tout autre résultat, on a un tour 6. On jette les dés, je fais 4, donc départ pour le tour 6, les clés bougent, et on y va. Et c'est parti avec les elfes sylvains. Les dryades et les danseurs de guerre chargent l'unité de squelettes. Les lémures arrivent juste à charger le sphinx. Par contre, de son côté, le marbre en a vraiment trop marre du plateau, il fait froid. Alors il a décidé de foutre le camp, mais il ne sort pas de la table. Phase de corps à corps. Les lémures détruisent le sphinx et qu'il ne restait qu'un seul point de vie. Au niveau des danseurs de guerre et des dryades, le seigneur
Le général de l'armée de Sylvain meurt sous les coups du roi et du nécrothèque, tandis que quelques elfes succombent sous les coups des lances. En riposte, il y a une pétée de squelettes qui meurt. Les squelettes perdent de 2, mais arrivent à se reformer pour faire face aux dryades. C'est au joueur ogre, et là, attention, tentative de coup de poker. Donc, dans l'unité de ventre dur, le boucher et le cogneur chargent l'unité de mort-vivant où se trouve le nécromancien qui maintient l'armée des contes vampires en place. Il va essayer de le dézinguer, c'était quelque chose à tenter. Pendant ce temps-là, les ventres durs se mettent face à ce qu'il y a droit devant eux. Il n'y a plus de tir et plus de magie. Et donc c'est parti pour la phase de corps à corps. Le champion squelette défie un des 2 gros ogres qui se trouvent devant lui. C'est le boucher qui prend. Au niveau de la phase de corps à corps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de cartes qui ont été jouées qu'au final, je crois que les squelettes avaient plus 1 de force, les ogres devaient rejeter pour toucher. Enfin bref, c'était vraiment pas mal. Donc au niveau du défi, le champion squelette fait 2 points de vie au boucher et ne meurt pas, car le boucher ne réussit qu'une attaque qui est sauvegardée par la petite 6+. Par contre, au niveau du cogneur qui tape sur le nécromancien, il rate tout, il ne blesse pas, bref, il a rien du tout. Ils ne font rien. En échange, les squelettes gagnent le combat. L'unité de personnage ogre fuit et est rattrapée. Et l'unité de squelette va en plus emboutir les ventres durs de flanc. Ce que vous voyez sur l'After Effects n'est pas tout à fait juste. J'ai dû un peu boutiquer pour qu'ils arrivent de flanc. Mais sur les photos, c'est exactement ce qui s'est passé. Le tour du joueur gobelin se résume à faire tirer ses balistes qui enlèvent 6 points de vie au Yeti, mais ces derniers réussissent leur jet de commandement. Au niveau du tour roi des tombes, les archers et les magiciens bougent un petit peu pour se positionner. Durant la phase de magie, le roi des tombes réussit enfin à faire passer des sorts sur le joueur elfe Sylvain. Donc il passe un regard embrasé sur les lémurs qui fait sauter 6 points de vie aux lémurs. Mais c'est un pouvoir irrésistible. Le prêtre de la lumière perd 1 point de vie. Et sinon, il y a une protection de Neru qui passe au niveau des squelettes et ça en fait repopper 4. Durant la phase de tir, les archers essaient de finir le dernier lémur mais n'arrivent à rien. Durant la phase de corps à corps, les squelettes, les dryades et les danseurs de guerre, il y a des squelettes qui meurent, mais au final c'est une égalité, tout le monde reste sur place. Tour contre vampire, le spectre charge les ventres durs, tandis que les émissaires d'outre-tombe passent sur les Yetis, ils leur font perdre 2 points de vie. Au niveau de la phase de magie, la sorcière suprême arrive à lancer un sort, enfin, et ce n'est pas des moindres. C'est un soleil violet qui est dirigé en direction des elfes sylvains. Le soleil violet part, il traverse toute la table et il arrive à côté de l'homme arbre sans faire une seule perte. Effectivement, les elfes sylvains ont une bonne initiative. Ils ont réussi leur jet. Au niveau de la phase de tir, le Terrorgeist crie sur les ventres durs. Ça vole, il n'y en a plus. La Banshee tire sur les Yetis. Ça vole, il n'y en a plus. Table rase pour les ogres. Fin du tour 6, et avant de passer au quai 7, on jette le dé pour savoir s'il y a un tour de plus. Je fais 4. Non, il n'y aura pas de tour supplémentaire. Passons au quai 7. L'ogre est évidemment en tête avec 1650, suivi par le joueur contre vampire qui est bien remonté avec 1250. Le joueur elfe Sylvain avec 1150, le joueur roi des tombes avec 1100 et malheureux gobelin avec 350 points. Voilà, belle partie, il y avait pas mal de suspense, pas mal de rebondissements, pas mal de choses super intéressantes. Je tiens quand même à remercier la présence d'une araignée qui se baladait sur les figurines, sur le pilier de pouvoir entre les ogres et les gobelins. Donc on a eu droit à des bonus d'empoisonner lorsque l'araignée était sur le chef gobelin, etc. La victoire des ogres, eh ben, on ne sait pas trop si elle est valide ou pas, vu qu'il n'y a plus personne pour profiter des piécettes qu'ils ont ramassées. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez, si les ogres ont gagné ou pas. Concernant le triomphe et trahison, on a joué à plus de points que la dernière fois. Je
pense que la prochaine fois, si on fait ça, et j'invite les gens à réfléchir à ça, il faut obligatoirement prendre des mercenaires. Parce que les mercenaires, déjà, c'est cool, ça apporte du fun, ça apporte de l'instabilité encore plus dans le jeu, et il n'y a pas de raison que... c'est un triomphe et trahison, c'est pas une partie de tournoi non plus, donc on peut y aller avec des trucs vraiment bien fandards. Ensuite, comme vous l'avez vu, mes joueurs n'ont pas joué le scénario, je suis assez déçu, à part le joueur Roi des Tombes qui a décidé de faire de l'anti-metagame, mais ça c'était rigolo. Et préférer la bâche pure, on ne peut pas forcer les joueurs à faire ce qu'on veut, sauf si on fait qu'il n'y a aucun point de victoire à part ceux du scénar. Mais voilà. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui veulent le scénario, je le donne volontiers en PDF, en format Word. Vous me laissez un petit message, avec votre email et le scénar, et je vous envoie ça. Ensuite, encore une chose très importante à mon avis qu'il faut bien retenir. Donc, on peut pas forcer les joueurs à jouer autrement que ce que eux veulent. Mais les alliances, parce que on est potes avec machin, parce que on décide de faire ci, ou parce que, j'en sais rien moi, on part en voyage dans 6 mois, bref, c'est pas super top. L'alliance tacite entre les ogres et les elfes sylvains, ainsi qu'entre les rois des tombes et les contes vampires, a, à mon avis, fait que il y ait 2 plans de bataille. C'est-à-dire qu'il y avait les 3 sur la gauche qui se mettaient joyeusement sur la tronche, et l'elfe sylvain et le roi des tombes qui restaient sur leur flanc droit, qui, à mon avis, aussi nuit un peu au jeu. Alors, ils me diront en levant les bras, ouais, mais on avait peur de se prendre des patates. Mais de toute façon, vous êtes pris des patates. Le joueur ogre est table rasée, le joueur gobelin est presque table rasée. On a cru au tour 1 que le joueur contre vampire allait poser les armes, bref. Donc il faut vraiment y aller à donf sur le scénar et pas juste rester dans son coin. En attendant, je pense que ça passe à nuit au jeu. Mais disons, c'est tout de suite moins intéressant et on a moins de cas particulièrement rigolos, comme une bataille où il y a 4 camps, etc. Donc voilà, j'espère que ce rapport de bataille qui est long quand même vous a plu. D'ici le prochain, eh bien comme d'habitude, que les dés soient avec vous.